Il y a très peu de personnes qui ont navigué dans ces zones arctiques-antarctiques. C'est vraiment les dernières zones un peu inexplorées. Je pense qu'à la voile, c'est les derniers endroits où on peut vraiment se sentir un peu un explorateur dans l'âme. La liberté, des paysages incroyables. On est seul sur des étendues qui représentent plusieurs départements français. Enfin, c'est magique de se retrouver là-bas. La glace en mer, c'est quelque chose de stressant d'un côté et puis c'est un petit peu une drogue, quoi. Il n'y a pas deux icebergs qui sont identiques, ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Le passage nord-ouest se situe entre le Groenland et l'Alaska. Donc l'objectif, c'était d'être le premier bateau à pouvoir traverser du Groenland à l'Alaska 100% à la voile. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu plusieurs tentatives, mais encore aucun bateau n'a réussi à franchir ce parcours 100% à la voile. Je m'appelle Clara Dumar, j'ai 25 ans, je suis actuellement étudiante à Paris à l'ESCP. Suite à mon projet en Arctique, j'ai fait un changement d'études. J'étais avant en pharmacie, donc j'ai fait un master 1 de pharmacie et là je suis partie dans des études d'entrepreneuriat. Je viens de recevoir l'extrait cabis de ma société, enfin. Ah oui, je crois que ça doit être plus safe quand même, non? Ouais, Fred? Ouais. Il a chaviré, ouais. On l'a su quasiment tout de suite, 10 minutes après. Christian Dumar, j'ai 57 ans. Et mon métier, c'est le routage météo, donc je travaille pour des bateaux de course et des bateaux de croisière. Je les accompagne au niveau météorologique. J'ai 3 enfants, donc Clara qui est l'aînée, 25 ans, Nils et Louis, ses 2 petits frères. Enfant, je naviguais avec mes parents, donc on a fait un tour du monde en bateau en famille. À l'époque, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de téléphone satellitaire, etc. comme on a aujourd'hui. On avait juste des postes de radio amateurs. Et tous les soirs, j'écoutais un Belge qui s'appelle Willy de Ross, qui en 1977 a été le premier plaisancier à franchir le passage du Nord-Ouest. Et régulièrement, le soir, sur les fréquences radio amateurs, il racontait son périple. À l'époque, j'avais 15 ans. Ça m'a fait rêver, j'avais envie de partir là-bas. Donc là, le cercle polaire, il est ici, juste à côté de Sisimiut. Donc il faut croiser le cercle polaire. Depuis que je suis petite, mon père il me parle de l'Arctique. Il m'a toujours promis qu'on ferait le tour du monde par les pôles. Moi, ma passion, c'était les animaux marins, plus précisément les mammifères marins. Alors je voulais aller voir les orques, les baleines, tous ces mammifères dans le Grand Nord, et donc c'est un rêve d'enfance. Quand j'ai redoublé ma 4e année de pharmacie, je me suis vraiment remise en question. Je me suis demandé ce que je voulais faire dans la vie et ce qui me passionnait vraiment. Et je me suis rendu compte que j'avais envie d'aventure et envie de partir pour ma grande aventure. Et j'ai demandé à mon père si je montais le projet Passage Nord-Ouest, s'il acceptait de m'accompagner. Quand elle m'a proposé ça, donc à l'été 2017, j'étais content, mais je lui ai dit de bien réfléchir quand même, parce que c'est pas rien de partir naviguer dans le froid en Arctique. S'engager, monter son projet, acheter son bateau, donc c'est elle qui a monté tout le projet. Donc je lui ai dit de bien réfléchir, elle est partie en stage pendant 2 mois, puis quand elle est rentrée, elle m'a dit c'est bon, on y va, on va partir. Je suis vraiment partie de rien parce que j'étais en pharmacie, donc j'avais aucune notion de sponsoring, de tout ça.
Et donc la première étape, ça a été déjà de faire un dossier de sponsor. J'en avais jamais fait de ma vie, donc gérer le budget, savoir comment vendre son projet, faire un truc à peu près esthétique. Donc je l'ai fait passer de main en main, chacun m'a donné ses avis, le pour, le contre. Et j'ai envoyé un premier jet en fait, de dossiers à des centaines et des centaines de personnes. Donc je passais pas mal de temps à chercher des profils LinkedIn, chercher des emails, envoyer des mails, passer des coups de fil. Oui, bonjour, Clara Dumas, projet Passage du Nord-Ouest entre père et fille, vient de bien plus loin que cette année. Dumas, je vous rappelle au sujet de l'intervention avec vos clients. Donc on avait parlé d'un partenariat pour un logo sur la coque. Je vous ai envoyé le dossier sponsoring et je serai sur Paris la semaine prochaine. Donc je vous laisse le regarder. Ok, bah super, parfait, on va partir là-dessus alors. Après cette démarche de sponsor, il a fallu bien sûr attaquer le dur du sujet, c'est-à-dire trouver le matériel, le bateau. Donc c'est là vraiment que mon père m'a plus rejoint sur le projet, où j'ai vraiment eu besoin de son expertise et où j'ai vraiment demandé en fait de l'aide. On est le 31 mars, on a visité un Sunfast 37 qui est juste à côté de moi. Et j'ai l'intuition que c'est peut-être le bateau avec lequel on va partir pour notre aventure. Donc voilà, aujourd'hui c'est peut-être le début de notre aventure avec ce bateau. Beaucoup de gens nous ont dit pas de bateau en fibre de verre, c'est trop fragile, etc. Nous, on avait une contrainte, c'était d'avoir un bateau manœuvrant. Donc un gros bateau en acier ou en aluminium ne répondait pas à ce cahier des charges. Donc on a fait le choix d'un bateau en fibre de verre, un bateau plutôt léger, très manœuvrant, pour pouvoir éviter les glaces facilement à la voile. Après, on l'a quand même un petit peu protégé. Donc le bateau avait une double étrave en forme, en acier inoxydable. Un travail remarquable qui a été réalisé par un chaudronnier d'Auray. Le bateau était structurellement renforcé dès sa construction, puisqu'il avait été destiné à la location au départ. Donc c'était un bateau qui était renforcé au niveau du varangage, donc les renforts intérieurs, dès la construction du bateau. On l'a fait expertiser pour être sûr qu'il n'y avait pas de problème. On a installé un chauffage et puis un radar. De voir cette paire de marins, son père et sa fille, affronter ces glaces à bord d'un bateau de plaisance, c'était quelque chose dont j'étais complètement admirative en fait, parce qu'on s'imagine toujours que ce sont des bateaux d'expédition en aluminium, des gros voiliers en aluminium ou en acier bien blindés qui peuvent uniquement tenter ce passage. On ne s'imagine pas qu'un bateau comme le Sunfast 37, il peut lui aussi affronter les glaces du pôle Nord. Ouais, c'était assez impressionnant et presque incroyable. Sinon, toi, tu dirais c'est quoi son talent caché? Son talent caché, je sais pas s'il est caché, mais c'est sa patience, son calme. Je sais pas si c'est un talent, mais une qualité en tout cas. J'aurais pas pu monter ce projet sans tous mes partenaires qui m'ont suivi et d'ailleurs qui étaient vraiment très engagés. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert, que le projet, c'était pas juste partir en Arctique à la voile avec mon père, mais c'était les 9 mois qui s'écoulaient avant et toute la relation que j'avais avec mes partenaires. Et après, comment vos histoires se sont croisées, non? Et donc on va aller d'abord au Groenland, avant le grand départ jusqu'en Alaska. Je vous avais montré le parcours, je sais pas, ça remonte peut-être à il y a un petit moment, mais le but c'est d'aller du Groenland à l'Alaska à 100% la voile en bateau. Et donc en m'arrêtant... Auray Gibraltar Atlantique qui m'a soutenue et qui en échange me demandait d'intervenir dans des écoles. J'y suis allée en 2018, j'ai vu les enfants, il y a eu un vrai contact qui est passé, je suis passée dans toutes les classes une par une, ça s'est très bien passé et la maîtresse en fait m'a proposé de prolonger le projet et de me donner un paquet de dessins pour que je puisse les emmener cette année, en 2019, en Arctique, dans un petit village inuit. Et donc c'est ce que j'ai fait, je crois que c'est 3-4 jours avant de partir, je suis allée voir les enfants qui m'ont présenté leurs dessins avec une grande fierté et je les ai déposés au Groenland. Et donc on attend le retour avec impatience de ces dessins. À propos de votre voyage, vous partez prochainement, comment ça va se dérouler? On part avec mon père, on part la semaine prochaine, on pense partir le 3 juillet, donc le mercredi 3 juillet. Pour eux de naviguer au milieu des glaces, qu'est-ce que ça impose comme contrainte? Ça impose une veille vraiment H24. Si c'était votre première fois l'année dernière, j'imagine pas, en 2018 dans les glaces de l'Arctique. Si, c'était la toute première fois qu'on y allait. La toute première année, niveau communication, il a fallu que j'essaie de trouver des médias.
Donc démarcher des médias quand on n'a rien fait, c'est assez compliqué, même des partenaires. Hein. J'arrivais avec ma bouche en cœur en disant je veux monter dans le Grand Nord alors que j'avais rien fait, c'était pas évident. Alors la deuxième année, c'était vraiment chouette parce qu'avant de partir, on a eu du monde sur le ponton du départ. Pendant une semaine, on a des journalistes qui se sont succédés. Tu es prêt, Clara? Allez, c'est parti. Il a fallu qu'on fasse des sorties en mer avec des journalistes. J'étais ultra stressée, j'avais jamais fait ça de ma vie, je tremblais en tenant la barre alors qu'il n'y avait pas du tout de vent, les conditions étaient idéales, mais voilà, juste le stress d'être filmé et d'avoir du monde qui nous observe. Donc c'était la toute première fois et ça s'est vraiment bien passé. Ah bah ouais, j'y serai tous les deux. Bah j'ai tout, non mais j'ai tous mes divorces. Non parce que je suis mort. Avec, on va mettre des petites vis et des petites accroches, on va accrocher sur les côtés. Mais viens, je vais te montrer, tu vas pas venir là-bas? Non, il y a trop de témoins là. Ouais. Il y a trop de témoins. Au départ, j'avais vraiment pas envie qu'il y ait beaucoup de monde parce que je trouve que c'est un moment assez intimiste, assez entre la famille, quoi. Donc il y avait quand même quelques personnes sur le quai, mais c'était vraiment que des personnes assez importantes avec 2-3 journalistes. Et forcément, on n'est pas très expressif niveau émotion dans la famille, mais ça génère quand même une vague d'émotion. Le fait de partir de France pour aller en Arctique, d'avoir sa famille qui nous dit au revoir. L'émotion était très présente, surtout avec ma grand-mère qui avait les larmes aux yeux quand elle m'a dit au revoir. Et c'était la première fois que je voyais ma grand-mère avec les larmes aux yeux. Donc c'était vraiment émouvant. Il y a toute l'histoire derrière. On fait de la voile parce que ma grand-mère est partie il y a très longtemps avec mon grand-père faire le tour du monde à la voile. Elle a tout plaqué pour partir et donc la voile dans la famille vient quand même de ma grand-mère. Je pensais sincèrement pas être aussi émue de partir du quai avec le bateau. Ciao, bisous. On va pas monter sur l'iceberg, hein? C'est promis, hein? À la base, je suis pas du tout une voileuse. J'ai navigué quand j'étais petite, on a fait de la croisière avec mon père, comme toutes les familles qui ont un papa ou une maman qui naviguent un peu. Donc on partait sur le bateau d'amis quand on était plus jeune en Bretagne. J'ai fait de l'optimiste parce qu'on est en Bretagne et donc forcément on a la classe de mer obligatoire quand on est plus jeune, mais j'avais bien aimé. Et en fait en grandissant, la voile m'a un peu écœurée parce que c'était le boulot de mon père, que j'étais une tête de mule et que je voulais pas faire ce qu'on me disait. Donc j'ai vraiment complètement délaissé la voile. Je me suis lancée dans la natation, dans la nage avec palme à fond. Et en fait la voile c'est vraiment revenir par la suite, en études, par moi-même. On avait les jeudis après-midi de livre pour faire du sport et j'ai repris la voile. Mais j'étais pas du tout sportive de haut niveau en voile, quoi, très loin de ça. C'est la tempête, c'est vraiment c'est la guerre. 40 nœuds de vent, je sais pas combien sont les rafales. Le bateau le bateau a tout qui a volé partout. Oh purée.
moment qui a été très fort, c'est quand on a passé le Cap Farewell. On a une grosse pensée pour mon grand-père qui est décédé et qui avait son bateau qui s'appelait le Farewell. Donc ça, c'était super émouvant. J'ai vu que mon père était très ému aussi, donc forcément ça m'a touchée. Mon père a appris la voile avec mon grand-père en fait. C'est grâce à lui que ma grand-mère est partie faire le tour du monde à la voile, grâce à lui que mon père a fait de la voile sa carrière. Salut, on est au Cap Farewell. En 3 heures, il nous est arrivé plein de choses. Déjà, on a vu notre premier iceberg. J'ai l'impression que c'est un virage. Dans le chenal du Prince Christian, on arrive au Groenland. Là, si vous voyez, il y a un super iceberg derrière, c'est incroyable, on est sous voile. Donc les difficultés sur ce parcours, ça va être la météo d'une part et puis les glaces d'autre part. Donc il faut savoir, être patient, ne pas vouloir partir trop vite. Il faut attendre que les glaces fondent. Et puis après, il faut bien préparer le bateau. Donc on a passé du temps depuis 15 jours là, au Groenland, on avait déjà passé en France, à peaufiner la préparation du bateau, faire en sorte que tout soit nickel, tout est à sa place. Tout le matériel a été révisé. Et donc il ne faut pas casser évidemment sur un record. Un record, pour qu'il soit homologué, il faut s'inscrire auprès d'un organisme qui s'appelle le WSRC, donc qui homologue les records pour le monde entier, tous les records à la voile. Il faut que le parcours soit reconnu comme un parcours apte à établir un record. Et pour le passage du nord-ouest, donc on part du cercle arctique, on passe au nord du Canada et on doit refranchir le cercle arctique. Donc on a franchi le cercle arctique, un petit peu au sud de Sisimiut, entre Nuuk et Sisimiut. À partir de là, on n'a plus le droit de mettre le moteur jusqu'à ce qu'on arrive de l'autre côté. Après, on a une petite boîte noire à bord qui enregistre la position tous les 300 mètres. On est actuellement en 66-32 nord et le cercle polaire se trouve entre le 66-33 et le 66-34. Donc je vais brancher la boîte noire qui est juste ici. Hop. On la branche ici, après on la débranche plus pendant toute notre tentative de record. Donc là elle est branchée, normalement elle doit émettre une lumière rouge, donc c'est bon, elle fonctionne bien. Et on va aller la coller juste ici. Et donc cette boîte va être dépouillée à l'arrivée du record. Et on va vérifier que la vitesse du bateau était cohérente avec les conditions météo, etc. Enfin qu'il n'y a pas eu a priori pas de triche et qu'on a bien surtout suivi le parcours du record. 3, 2, 1, top! C'est parti! Top! Allez, volette!
Alors, faut savoir qu'avec mon père, on n'est pas du tout des bons cuisiniers. On n'est pas devenu chef cuisinier en un jour ou sur le bateau. L'Intermarché de Crac, donc c'est la petite ville où je vis, qui a accepté de nous donner plein de nourriture quand on est parti. Donc c'est super chouette. Au début, on avait un grand panier de fruits frais, on a des pâtes, du riz, on a des céréales, on a des gâteaux. Et on a aussi de la chance d'avoir du lyophilisé. Donc ça ressemble à ça. Et ça prend pas beaucoup de place. En fait, faut juste l'ouvrir, on fait bouillir de l'eau chaude en fait et on remplit juste le lyophale, on attend 5 minutes et le repas il est prêt. Et je sais pas si ça a l'air comme ça, mais c'est vraiment super bon. En tout cas, c'est meilleur que ce que moi je cuisine. Je crois qu'on mange de la paella là. C'est exotique. C'est genre super bon franchement. Et alors là, quand les oiseaux osent se mettre devant le bateau, ils se déplacent même pas, c'est que vraiment on n'avance plus du tout. Quand il n'y a pas beaucoup de vent à l'intérieur du bateau, c'est assez calme. Donc dans ces moments-là, je peux lire. En général, on lit. Donc ça, c'est des moments assez chouettes où on peut quand même prendre du temps, se prendre un petit café, un petit quand ça bouge pas trop. Ce qui est le plus dur pour moi en tout cas, c'est de me réveiller mes quarts, les jours où il fait vraiment froid, où il y a du brouillard, où je sais que ça va être un quart un peu plus difficile. Donc le moment où il faut se réveiller, il faut enfiler toutes ses couches, on n'a pas forcément envie d'aller dehors dans le froid. Mais les 5 minutes où on se lève, où il fait froid, où c'est un peu plus difficile, ça vaut vraiment le coup. En termes de quart, on fait 12 heures chacun dans la journée, donc une journée fait 24 heures, on a 12 heures de quart chacun. On se répartit les quarts sur une base de 3 heures. Après, si l'un des deux est en forme, il reste un petit peu plus longtemps. S'il fait très froid, on raccourcit un petit peu les quarts, donc on s'adapte en fonction des conditions et de la forme de chacun. En termes d'organisation sur les tâches à bord, donc les manœuvres, c'est plutôt Clara, elle est plus jeune, plus agile, donc quand il faut aller sur la plage avant, changer les voiles, etc., c'est plutôt elle qui le fait. Moi j'étais plutôt quand même sur la partie météo et navigation. Alors il y a des petits aléas parce que le passage que l'on devait prendre est bouché. Mais ça ne passait pas parce que la cartographie est pas bonne et au lieu d'avoir 20 mètres, il y avait 3 mètres. Et en plus, on passait sur la côte, donc la guide est mal placée sur la carte. C'est une région qui est mal cartographiée. Il faut savoir que 2,5% de la surface est cartographiée et il y en a donc 97,5% qui n'est pas cartographiée. Donc ça veut dire des risques de cailloux, enfin des risques de s'échouer, mais aussi souvent ce sont des décalages, c'est-à-dire qu'il y a des relevés topographiques qui ont été faits dans les années 1910, 1920, 1930, mais parfois le point de départ était erroné. À l'époque on prenait la position au sextant, et il arrivait que des fjords entiers par exemple soient relativement bien cartographiés, c'est-à-dire que la forme du fjord est juste, mais la position est décalée par rapport au GPS que l'on a aujourd'hui. Et donc on a remonté un fjord sur l'île de Baffin, par exemple, sur 55 000, donc 100 km. Et la trace est entièrement sur la côte. Donc il faut pouvoir adapter la cartographie à la réalité du terrain. Donc ça c'est une chose qu'on avait bien travaillé avec des méthodes de navigation, radar, etc. Ensuite il y a l'aspect météo, donc avoir une bonne météo. Bon là-dessus ça va, c'est mon métier, donc je connaissais un petit peu les sources. Et puis la dernière chose, c'est d'avoir des bonnes informations sur les glaces. Et donc ça, c'est pas facile. Et ce sont donc les deux frères de Clara, Nils et Louis, qui nous envoyaient les cartes de glace quotidiennement. Après, par rapport à hier, c'est encore un peu fondu. Là, il y aura un tout petit passage à la limite pour passer là. J'avais vraiment très à cœur que ça reste vraiment dans la famille, que les communications directes se fassent vraiment avec la famille. Donc mes frères avaient en charge de regarder tous les jours où était le bateau, de regarder les cartes des glaces. Et en parallèle, j'avais mon copain qui était en Martinique, ce qui nous permettait d'avoir quelqu'un de disponible sur 2 créneaux horaires. Donc il faut savoir que chaque jour, à terre, avec Internet, ils reçoivent une carte des glaces avec quelle zone de glace, à quel endroit.
Et donc chaque jour, il nous envoyait en fait toutes ces informations-là en fonction de la position de notre bateau. Savoir si le passage était ouvert, est-ce qu'on pouvait passer, ne pas passer. C'est encore super dense la glace, surtout qu'on est le 28 août, ça va pas tarder à se refermer, t'as vu tout là. Ça paraît compliqué, après il faut regarder les autres cartes. Déjà tu peux déjà leur envoyer celle-là par mail. Ils faisaient des captures d'écran des zones qui nous concernaient et ils nous envoyaient donc ces cartes de glace. Alors ce ne sont pas des prévisions, la glace c'est le passé. Et après il faut estimer un petit peu de la façon dont elle peut dériver en fonction de la température de l'eau, en fonction du courant, puis de l'expérience qu'on peut avoir un petit peu de ces zones de navigation. Même si on n'a pas réussi le record, au-delà du cercle polaire, on a navigué principalement, voire uniquement à la voile. Et c'est passionnant parce qu'on apprend à ressentir des choses auxquelles on n'est pas habitué. Et notamment la glace. Donc il y a beaucoup de brouillard. Et la glace, il y a plusieurs façons de la détecter. Il y a le radar, bien sûr. Donc un iceberg qui dérive, on va le voir au radar. Une petite plaque de banquise, on peut la voir au radar. Quand c'est tout petit, on ne le voit pas toujours au radar. Là, il y a d'autres choses. Il y a le bruit des oiseaux sur les icebergs. C'est-à-dire que sur les icebergs, il y a souvent des oiseaux. Et ça, on ne peut pas l'entendre quand on est au moteur, donc à la voile, dans le brouillard, c'est assez magique. Et puis il y a le bruit de l'eau, des vagues qui viennent se briser sur les plaques de banquise ou sur les icebergs. Les vagues viennent éroder la base, en fait, des plaques de glace, des icebergs. Et ensuite, même une toute petite houle d'une vingtaine de centimètres va venir se briser sous le débordement de la plaque, en fait. Il y a plein de sensations comme ça, des choses que l'on perçoit à la voile et que l'on ne perçoit pas au moteur. Et ça, c'est assez magique puisqu'on se sent évidemment beaucoup plus proche de l'environnement dans lequel on navigue. Donc là, on est dans un champ de mine. On entend l'iceberg derrière qui est à 150 mètres de nous. Des vagues se brisent dessus. On a 25 échos sur le radar, plus tous les petits qui passent à côté de nous. On voit toutes les cibles, on en a plus de 40 sur l'écran radar. On est à une échelle de 800 mètres. Ça n'arrête pas de ça. La première fois que l'on arrive dans un champ de glace, dans le brouillard, on ne sait pas de quel côté il faut en sortir. Voilà, c'est toujours un petit peu stressant. Puis la deuxième fois, c'est moins stressant. Puis après, on s'y habitue, ça fait partie de la vie, du quotidien dans ces régions-là. Et on le vit bien. Alors à la voile, c'est toujours un petit peu plus compliqué parce qu'on ne peut pas arrêter le bateau. Je pense que c'est dangereux de s'habituer à ces zones-là parce que quand on a peur, on fait très attention. En 2018, on mettait jamais le spi ou très peu parce qu'on avait peur d'être sous spi et de ne pas être assez manœuvrant pour éviter la glace. Alors qu'en 2019, justement, dès qu'on avait un peu de vent, on sortait le spi et on fonçait. Et il y a un jour, je dormais, mon père était de quart, on avait 1000 problèmes de moteur, donc il avait le nez dans le moteur, il essayait une énième fois de réparer. Et en fait, il a entendu le claquement de l'eau et il s'est dit, on se rapproche des côtes. Et il est sorti du bateau et là il a vu l'iceberg à 20 mètres devant nous, un énorme iceberg, et on était sous spi, donc il a tout lâché et il a hurlé Clara. Et je suis sortie en pyjama et on a réussi à faire la manœuvre, mais c'était vraiment moins une, on aurait pu s'éclater contre l'iceberg très clairement. Il est gros, non? Ah, il est énorme. C'est la première fois qu'on passe de si près dans si gros. On
s'est fait un peu peur tout à l'heure parce qu'on a frôlé un énorme iceberg et qu'il y a beaucoup de brouillard, donc là on va affaler, c'est pas très raisonnable d'être dans les icebergs avec sous-ski avec 12 nœuds, donc là on affale. Il y a un banc de brume devant et ma conviction c'est que derrière le banc de brume, il y a un petit peu de vent de sud-est, je pense, le long de la côte, une petite brise thermique et ça serait vraiment bien d'arriver à l'attraper avant la nuit parce qu'après, à 19-20 heures, dans la soirée, là ça va tomber. On m'a beaucoup posé la question de savoir si c'était une force d'être avec mon père et on me l'a d'ailleurs un peu reproché en disant que c'était une facilité de partir avec mon père. Mais après, c'est toute la force de l'expérience, d'avoir une transmission du père à une fille. Il m'a appris énormément de choses et j'ai pu engranger toute son expérience en un temps vraiment court. Et bien sûr que la première année, je ne serais pas partie toute seule à l'aventure en Arctique et bien sûr qu'on était complémentaires l'un et l'autre. Vas-y, va sur les traves. Ouais, pas trop près parce qu'après, tiens, t'as des bouts de glaçons. Genre, stop maintenant, quoi. La confiance avec Clara, elle est totale. On peut être dans des zones hyper compliquées, mal cartographiées, avec de la glace, du brouillard, des icebergs. Quand elle est de quart, moi je dors. Je sais que si elle a besoin de moi, parce qu'il faut manœuvrer, on a besoin d'être deux, elle va me réveiller. Mais j'ai une confiance totale et je pense que c'est réciproque. Je pense que sans ça, on ne pourrait pas naviguer à deux, quoi. Il faudrait une troisième ou une quatrième personne à bord. Et l'expérience qu'elle a acquise aujourd'hui, donc en 2 ans, elle a fait plus de 15 000 milles au large. Il n'y a pas beaucoup de jeunes de cet âge qui ont une telle expérience au large. Donc ce sont des moments évidemment super forts de naviguer avec sa fille. Donc Clara, viens voir l'iceberg, c'est ouf. Il y a des centaines d'oiseaux dessus, c'est dingue. Quand on part en Arctique, on a envie de voir aussi des animaux. On a passé 3 jours dans un mouillage, il y avait du brouillard. On ne voyait pas la plage, on était à 100 mètres de la plage, on ne voyait pas la plage. On voyait sur la carte qu'il y avait un point d'eau, une rivière qui arrivait là. Et donc on se doutait bien, on voyait qu'il y avait une grande plaine derrière, on se doutait bien qu'il y avait des ours qui devaient se balader par là pour venir se ravitailler. Puis sur l'île de Billot, on sait qu'il y en a pas mal. Quand le brouillard s'est levé, le vent est rentré, on est reparti à la voile. Et là on a longé la plage dans le mouillage et on a vu nos premiers ours, 3 ours en tout, donc ça c'était vraiment super, c'était magique. C'est fou, enfin, ça fait partie des choses les plus folles. C'était incroyable de voir des orques, il y a plein de baleines ici. Il y a des phoques aussi, des phoques qui sont super mignons, genre, on voit juste leur petite tête apparaître avec leurs grandes moustaches. Et on a un peu l'impression qu'ils se foutent de nous en fait, ils sortent genre juste 2 secondes avec leur petit air rieur comme ça, et puis hop, ils replongent dans l'eau, donc on a à peine le temps de les voir. Je me suis sentie tellement chanceuse de pouvoir naviguer là-haut. En voile, vraiment, je pense que c'est un des derniers endroits avec l'Antarctique, une de ces dernières zones très peu explorées. Un mouillage sur la partie est de l'île de Billot. On peut penser qu'il n'y a aucun bateau de plaisance qui a été depuis des années, des dizaines d'années probablement. Ouais. Après, si on se retrouvait coincé là. L'île de Billot, c'est grand comme la Bretagne. Donc imaginez, vous faites le tour de Bretagne et vous êtes le seul. Il n'y a pas une personne qui vit sur l'île, que des animaux sauvages. C'est bon, on va se dépêcher de rentrer après.
Il y en avait 2. Ouais, j'ai peur. Ça serait vraiment que tu as déjà marché ici par des jours. C'est vraiment cette notion d'exploration et d'aventure qui est juste incroyable. On arrive dans des endroits très isolés où on croise quand même peu de monde. Donc là on est au nord de l'île de Bylot, à l'entrée du détroit de Lancaster, et on est tombé dans un champ de glace, c'est impressionnant. Tout à l'heure on avait 40 éco-radars sur un diamètre de 0,125 000, et il y avait du brouillard, on voyait rien, on les voyait au dernier moment à 50 mètres, et on entendait par contre, ça fait un bruit incroyable parce que les vagues venaient se briser sur les plaques. Et là je regarde parce qu'il y en a partout là, tout autour. Et donc il faut zigzaguer entre, on essaie d'en sortir, on espère que vers le nord il y a moins de glace, mais rien n'est sûr. On n'a ni la glace qui est favorable, ni le vent qui est favorable. Il fait pas très beau, il fait froid. Donc non, franchement, il y a des périodes vraiment cool et des périodes plus difficiles. Bon, on le savait en partant, mais là en ce moment ça fait partie des périodes plus difficiles. Toutes nos journées sont rythmées en fonction de comment vont être les prochaines cartes de glace, et quand on reçoit les cartes de glace, comment sont les cartes de glace, comment elles sont par rapport à celles d'hier, et toute notre vie là pour l'instant tourne autour de ça, et ça commence à devenir un peu pesant. Alors heureusement qu'on est tous les deux. Et quand il y en a un qui perd un peu espoir, il y a toujours l'autre pour le rebooster. Jusque-là, j'étais hyper positive. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, en voyant les dernières cartes et en voyant que ça s'améliore pas, je commence à me dire que ça devient vraiment critique, quoi. Et j'arrive pas à me mettre dans la tête que ça se trouve, on passera pas le passage. Enfin, pour moi, c'était même pas une question, quoi. Pour moi, on allait réussir à passer coûte que coûte. Ça fait des années que les bateaux passent et cette année personne passe. Enfin, je sais même pas si c'est déjà arrivé depuis qu'il y a des bateaux de plaisance qui passent de pas du tout pouvoir passer le passage. Donc non, c'est vraiment compliqué et je me vois vraiment mal refaire la route à l'envers, quoi. La première année, on s'est lancé, c'était vraiment tout nouveau. On était émerveillés par les paysages partout, enfin, comme la deuxième année, mais c'était vraiment assez extraordinaire de voir ça pour la première fois. On s'est lancé tout content en se disant le passage, comme tous les ans, va s'ouvrir, même si on passe pas à la voile, on arrivera à passer au moteur. Et en fait, pas du tout. Tous les jours, on recevait les cartes des glaces de mes frères. Et en fait, le passage s'ouvrait pas, quoi. Ça s'ouvrait pas. On était quelques bateaux en attente et ça devenait de plus en plus critique. Jusqu'au jour où on a appris qu'un bateau avait coulé. On était 5-6 bateaux à attendre. On a appris qu'un des 5-6 bateaux avait coulé dans un détroit qui s'appelle le détroit de Bylot, qui est vraiment le passage critique du passage nord-ouest. Enfin, en tout cas, le passage qui est resté bloqué pendant tout l'été. 24 heures plus tard, on a appris que c'était nos amis argentins qu'on avait rencontrés à Nuuk et qui on avait bien sympathisé, dont leur bateau avait coulé. Ça aurait pu arriver à n'importe lequel d'entre nous. Les conditions étaient vraiment extrêmes cette année-là. Et donc en fait leur bateau s'est fait cisailler entre deux plaques de banquise. Et là on s'est tous remis en question. On s'est dit eux ont coulé, pourquoi pas nous? Les conditions sont difficiles. En plus on a eu un message de la part des Coast Guard canadiens qui nous disait de ne pas naviguer au-delà du 70 nord. Et bien sûr on était au-delà du 70 nord.
Il recommande de ne pas naviguer dans les zones que l'on doit traverser pour les 10 prochains jours à cause d'une concentration anormale de glace. The Canadian Coast Guard recommends not to navigate in the Beaufort Sea, Barrow, Peel Sound, Franklin Strait and Prince Regent. Donc ce sont toutes les zones que l'on doit traverser jusqu'en Alaska et donc c'est pas très encourageant pour la suite. Ils ont par ailleurs émis un avis hier dans lequel ils disent qu'au 15 septembre, il y aura encore 2 dixièmes de glace. C'est pas navigable à la voile pour nous. Aujourd'hui, on parle de réchauffement climatique. On se dit, réchauffement climatique, ça fond, donc chaque année, c'est plus facile. C'est vrai qu'on était un petit peu parti sur ce constat. 2016, ça a été une année très facile pour le passage du Nord-Ouest. Les glaces ont fondu très tôt. 10 août, tout était libre. 2017, ça a été une année un petit peu plus difficile. On s'était dit, c'est l'exception, 2017, voilà. C'est pas très linéaire comme phénomène. Donc, et 2018, on pensait que ça serait à nouveau relativement facile. Et en fait, le passage ne s'est jamais ouvert, même pour les brise-glaces, même pour les paquebots, le passage est resté fermé. Alors pourquoi ? En fait, ce qui se passe, c'est que la glace, la banquise fond, elle est de plus en plus fine, elle se disloque de plus en plus. Et comme on est dans des régions au nord du Canada où il y a quand même beaucoup de courants, il y a entre 1 et 2 nœuds de courant dans les chenaux, ces plaques de banquise dérivent plus facilement. Ils viennent bloquer certains endroits comme le détroit de Belleau ou le canal de Peel ou le détroit de Franklin qui sont des endroits assez étroits qui font quelques centaines de mètres à quelques milles de large. Et la glace, elle vient s'agglutiner là, elle se bloque et puis le passage reste fermé. On ne connaissait pas du tout ce phénomène, on l'a découvert cette année-là, c'était vraiment tout nouveau et c'est pour ça qu'on a été un peu pris par surprise. Mais c'est bien une conséquence du réchauffement climatique et ça veut bien dire que la glace fond et non pas qu'il y a plus de glace, même si ça paraît illogique. En partant pour le projet, j'avais pas du tout envie d'être cette personne qui dit oh le avant-après, ce glacier a fondu, enfin ça m'énervait un peu cette image-là. Mais c'est vrai qu'on est forcé de constater quand on part 2 ans d'affilée qu'il y a des contrastes énormes entre une année et l'autre. Alors après on a rencontré des spécialistes ou des scientifiques qui le raconteront mieux que moi et avec des meilleurs termes que moi. Mais par exemple à Pond Inlet, il y avait un glacier qui était présent l'année dernière et qui était absent cette année. Donc forcément quand on le vit, c'est une toute autre notion que quand on voit les photos qu'on voit sur les réseaux sociaux il y a 50 ans et puis maintenant quoi. Et là on le vivait pour de vrai. Pareil les courants, on a eu beaucoup de problèmes avec les courants. Il y a des endroits où on pensait avoir repéré des zones de courant, des veines de courant, on se disait que ça marchait comme ça et cette année c'était complètement renversé. Alors je ne sais pas expliquer pourquoi mais en tout cas les courants étaient complètement différents de l'année dernière. En 2019, le passage s'est ouvert, il s'est ouvert tardivement. Alors il y a des bateaux qui sont passés au moteur mi-août. Le 12 août et le 17 août, il y a 2 groupes de bateaux qui sont passés. Mais à la voile, il y avait trop de glace. Il y avait des passages avec 6 dixièmes, c'est-à-dire 60% de la surface de la mer qui est couverte de glace. Nous, on aurait pu passer début septembre simplement à la voile, mais c'était trop tard. Après, ça nous emmène en Alaska fin septembre. Et là, les conditions deviennent vraiment dures avec une nuit qui fait 14 heures fin septembre. Donc c'était trop tard pour passer. Et en 2019, on aurait pu passer au moteur, mais on a eu des petits soucis de démarreur, donc des soucis techniques, qui ont fait qu'on n'est pas passé au moteur. Parce que ça, quand je vais le tirer, je ne sais pas comment ça va venir. Donc ça va dans ce sens-là. On a fait le choix de partir avec un budget quand même restreint et là-haut pour réparer, il faut savoir que c'est un autre monde. C'est l'Arctique, pour avoir une pièce, c'est complètement impossible, c'est super compliqué. C'est ce qui nous est arrivé, donc on est resté coincé 10 jours dans un village qui s'appelle Pond Inlet. On a essayé de réparer, on allait tous les jours à la décharge pour chercher la pièce du démarreur qui nous manquait. Là, on a un démarreur, il est un peu plus gros que le nôtre, on va le démonter. On va en récupérer 4 ou 5 comme ça à la casse, tous ceux qu'on peut récupérer. Et l'objectif c'est de trouver un démarreur dont la taille des balais va rentrer dans le nôtre. On avait un problème de démarreur, on avait notre générateur qu'on venait d'acheter qui a rendu l'âme, on ne sait pas pourquoi. Donc on n'avait plus d'énergie à bord et les panneaux solaires ils faisaient pas assez beau pour qu'on puisse les utiliser. Donc sans énergie ça veut dire qu'on est tout le temps à la barre. On n'a plus d'instruments électroniques, on n'avait vraiment plus rien et on a dû attendre en fait de pouvoir réparer et quand on a réparé il était trop tard pour passer.
On était à la bibliothèque en train de prendre de l'internet, notre demi-heure de wifi, et des gens qui nous disaient « Oh, des baleines, des baleines, des baleines !» Donc on allait voir, effectivement on voyait des baleines, enfin on voyait des petits jets d'eau. Et en fait 5 minutes après, il y a plein de bateaux qui sont arrivés autour, et c'était pas des baleines, c'est des narvals. Donc là j'assiste en direct à la chasse aux narvals. Le narval, c'est un animal qui est sacré dans les pays du Nord, en Arctique. Et là, les narvals à Ponylhet sont venus devant le village. Et devant le village, ils ont mis un point d'honneur à les chasser au harpon pour bien récupérer tous les narvals qui étaient tués pour pas qu'il y ait de perte, entre guillemets. Et c'est une fête incroyable dans le village, quoi. Les enfants sortent de l'école, tout le monde vient assister à la chasse. Et ça arrive pas très souvent. La dernière fois, c'était en 2017 que les narvals étaient venus devant le village, qu'il y avait une chasse. 2018, il n'y en avait pas eu. Là, 2019, l'occasion s'est présentée à nouveau. C'est un animal dont ils ont besoin pour se nourrir, puisque la peau du narval contient un certain nombre d'aliments et de vitamines qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Et donc ils mangent la peau du narval. Et donc c'est important de chasser du narval. La chasse au narval, c'est Clara qui l'a quand même plus vécu que moi, parce que j'attendais les pièces du démarreur à l'aéroport pour une partie de la chasse. On a enfin reçu la pièce tant attendue. Même une fois à l'aéroport, ça n'a pas été facile de la récupérer, mais après 2 semaines d'attente, on l'a enfin. Flambant neuf. Tout est bon ? Ouais. Le bateau est hors de l'eau à Sisimiut, au nord du Groenland. On est tous les deux tombés amoureux de l'Arctique, donc forcément on a envie d'y retourner. Et non, je pense que c'est pas un échec. J'ai beaucoup grandi, beaucoup appris sur moi-même aussi. Et on reviendra encore plus fort et on va y retourner encore plus fort. Aujourd'hui, l'expérience qu'on a acquise à la voile dans ces eaux arctiques, elle est essentielle pour la réussite d'un record. On sait ce qu'on peut faire, quelle densité de glace on peut passer, dans quelle densité de glace on ne passe plus à la voile. Je pense qu'on l'a bien testé. Voilà, donc maintenant il faut mettre tous les éléments ensemble, refaire une tentative pour que cette fois-ci ça marche. C'était vraiment un rêve d'aller naviguer en Arctique et ça me paraissait l'autre bout du monde. Jamais j'aurais pensé qu'à 25 ans, même pas quand j'ai commencé le projet 23, je pourrais avoir un bateau, je pourrais naviguer en Arctique. Donc bien sûr c'est un accomplissement énorme et c'était le rêve de toute une vie. Donc c'est extraordinaire, mais c'est un rêve qui continue, c'est pas un rêve qui a commencé à un point et qui s'arrête à un point B, parce que ça m'a fait prendre un tournant énorme dans ma vie. Je suis passée de pharmacie à un master en entrepreneuriat. Donc c'est vraiment le début d'une nouvelle aventure et j'attends la suite avec impatience.